Danscussion & Co au programme aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. Robin Kaseka et Ariel Veitondolo sont nos invités de l'actu de la scène. Directrice des répétitions, enjeux et réalité est le thème des grandes discussions. Et entre-temps, Robert Saint-Amour nous offre ses réflexions de spectateurs, Jérôme Pruneau réagit face à des enjeux politiques et faits de société, Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde et nous accueillons une graine d'artiste pour notre pépite culturelle. Jingle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion & Co sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion & Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène. Danse, art et spectacle, société, culture, politique, musique, tout y passe. Pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, vous retrouvez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi, Robert Saint-Amour, Jérôme Pruneau, Jérémy Vitupier, Maude Mazoro-Tenbuller et moi-même, Clara Garzarek. Bonjour Clara. Salut Maude, tout de suite, c'est l'actu de la scène. Avec nous aujourd'hui, Maude. En cette journée internationale des droits des femmes, et parce que le chemin à faire reste encore long et que nous devons de le poursuivre, les femmes sont à l'honneur. Et j'ai le plaisir de recevoir deux artistes féminines, racisées, engagées, féministes et sœurs, pour clore le tout, impliquées dans un même projet et un même collectif, le Uptown Crew. Elles sont là et dans 2 semaines, elles partageront l'affiche de leur première pièce de théâtre, Le Venin de Jocaste, qui sera présentée lors du festival féministe Revolution They Wrote. Robin Kaseka, tu en es la metteur en scène et comédienne. Bonjour Robin. Bonjour. Et à tes côtés, ta sœur Ariel Veitondolo, la chorégraphe. Bonjour Ariel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc co-membre d'un collectif Uptown Crew. Expérimentez-vous en ce moment que l'union fait la force, qu'à plusieurs nous irons toujours plus loin? En vos mots, pourriez-vous nous présenter rapidement à la fois votre parcours jusqu'à la formation de Uptown Crew et quelle nécessité pour ce collectif? Robin. Parfait, donc je vais commencer. Merci beaucoup Maude. Alors mon parcours, bien j'ai fait un baccalauréat en animation et recherche culturelle ici même à l'UQAM. J'ai ensuite fait un DESS en gestion des organismes culturels à HEC, mais il faut dire que j'ai beaucoup travaillé dans le culturel. Et en fait, je crois que ce que je dois mentionner, c'est que j'ai toujours voulu être comédienne, mais venant d'une famille congolaise et ne voyant pas beaucoup d'acteurs de la diversité dans le milieu, c'était pas un chemin qui était encouragé. Alors, j'ai toujours fait des activités en parallèle, donc improvisation théâtrale au cégep, université. Mais c'est vraiment à l'âge de 27 ans, Kurt Cobain m'a rappelé que attends, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu sois fier de ton parcours. Donc je me suis dit OK, je me lance officiellement dans ce milieu-là, peu importe. Donc j'ai pris plein de cours, ateliers importants. Puis il y a eu Diversité Artistique Montréal, qui a le projet justement des auditions de la diversité auquel j'ai participé et j'ai été finaliste. Et ça a vraiment été un déclencheur par la suite. J'ai fait le Black Theatre Workshop en tant qu'artiste mentoré, puis participé à des courts-métrages, pièces de théâtre, dont Baobab l'année dernière. Et puis avec Zainab, que j'ai rencontré à Côte-des-Neiges, un centre communautaire où on fait des activités pour la communauté, on a vraiment bien connecté en termes de projets artistiques, en termes de vision, en termes de droits de la femme, entre autres aussi, et de la place que les gens racisés ont dans les arts de la scène. Et de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi ne pas former un collectif, en fait, où on fait nos projets, on part de ce qu'on a envie de parler. Puis, on va y revenir au collectif que vous avez créé en 2017. Exactement. Et Le Venin de Jocaste en est la première pièce de théâtre. Ouais. Mais tout de suite, Ariel, tu es chorégraphe de ce projet. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce parcours? Alors, est-ce que tu es l'aînée ou la cadette de cette famille d'artistes? Je suis la plus jeune. OK. Alors, quel est ton parcours pour devenir chorégraphe sur ce projet? En fait, moi, j'ai fait un baccalauréat en développement de carrière ici à l'UQAM aussi. Mais j'ai commencé à faire du crump en 2009. Donc, ça fait maintenant 10 ans.
Puis, donc est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qu'est le krump et quelle est cette pratique de danse? Oui, donc le krump, ça fait partie des danses urbaines. Ça a été créé à Los Angeles, en fait, par Tight Eyes. Donc, c'est une danse qui peut paraître à nos yeux agressive parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Il faut avoir du contrôle. Il faut pouvoir aussi exprimer nos émotions. Puis c'est aussi une danse qu'il faut en fait maîtriser beaucoup de bases. Mm-hmm. On est dans des contractions musculaires très très fortes. Contractions musculaires, il y a de l'animation aussi. Et on se rejoint autour de battles. C'est des dans battles des événements. aussi. Il y a des sessions aussi qui se passent entre les crumpers aussi. Est-ce que tu as un aka? Est-ce qu'on peut t'identifier? Est-ce que tu as un nom de crumpers, si je peux me permettre? Mon nom de crumpers, c'est Craze. OK. Si jamais vous l'entendez, vous la reconnaîtrez. Et donc, à partir du krump. Oui, c'est ça. Donc, j'en ai toujours fait à côté de mes études. En fait, moi, après mon bac, j'ai travaillé plus en employabilité, puis je faisais de la danse à côté. Puis, c'est Robin qui m'a parlé, en fait, justement de Uptown Crew, puis de la pièce Le Venin de Jocaste. Et elle m'a dit, oh, on aurait besoin que tu fasses une chorégraphie de krump pour une de tes comédiennes. Est-ce que tu serais intéressée? Puis, j'ai tout de suite embarqué. Je veux juste rajouter que Ariel est vraiment une super bonne crumpeuse. Merci. Moi, quand je la regarde, je suis en admiration et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc, t'as gagné plein de concours aussi, t'as voyagé à travers différentes villes, donc faut le mentionner. Est-ce que c'est les yeux d'une grande sœur ou c'est les yeux d'une femme objective qui dit ça en ce moment? Je suis très objective. Alors, Uptown Crew, vous êtes combien? Quelle est la nécessité première ou il y a peut-être plusieurs nécessités dans ce collectif. Lequel est-il et quelles sont les valeurs que vous portez et défendez? Donc, nous sommes 6 femmes, dont vraiment la mission première, c'est de raconter des histoires à travers la femme, à travers une femme racisée, mais c'est des sujets aussi qui ne sont pas exploités. Donc, je ne sais pas si je peux parler de l'histoire tout de suite, mais en fait, Zena Bouriza, c'est l'auteur de la pièce. Donc, c'est de elle que part cette pièce. Of course, quel commentaire, peu importe. En fait, ça raconte l'histoire de d'Inès, une jeune femme de 19 ans, qui est en période où elle sent qu'elle en a marre de rester dans cette oppression que sa mère lui impose en termes de culture, de religion, de genre. Elle a envie de sortir de ce carcan-là, en fait. C'est un récit initiatique, donc il y a forcément des gens qui l'ont vécu, dont je pense aussi l'auteur. Mais on parle rarement de cette jeune femme qui veut justement casser les barrières, sortir des stéréotypes et être libre d'être ce qu'elle est, peu importe si elle est supportée ou pas par ses parents, par sa famille. Zénab n'est pas là, mais je lui aurais posé la question, est-ce qu'on parle de fiction? Est-ce qu'on parle d'autobiographie? Est-ce qu'elle s'est nourrie dans la biographie de chacune d'entre vous du collectif pour écrire cette pièce? En fait, elle s'est nourrie d'elle-même, mais quand on a lu la pièce ensemble, on s'est toutes senties interpellées. Il y a tout le temps un moment, tu le compléteras, Red, si tu veux, où, je vais prendre un exemple concret, je vais prendre moi, quand je voulais, me lancer dans le théâtre, j'avais pas forcément le support tout de suite, et je crois que ça m'a un peu bloquée, et c'est plus tard, à 27 ans, j'ai fait comme, wow, je vais penser à moi, je veux faire ce que je veux enfin. Donc ça prend du temps, surtout qu'on est relativement proche de sa famille où les valeurs familiales sont très importantes, il faut qu'on respecte les coutumes, puis qu'on se fait dire, j'ai quitté l'Algérie, le Maroc ou le Congo pour venir ici, vous donner un bel avenir, tu ne peux pas faire le saltimbanque. Donc tu dis, ok, je vais respecter ça, je vais faire plaisir et honorer ce que mes parents m'ont transmis. Donc, en tout cas, nous toutes, qu'on a lu la pièce, on s'est vraiment sentis interpellés. Se sentir quand on sent qu'en tant que fille ou enfant, jeune, on est bloqué parce que nos parents ne nous supportent pas, Merci pour ces témoignages. Évidemment, c'est aussi rappeler le statut d'artiste, de la diversité et des enjeux que vous pouvez croiser, vivre dans un pays tel que celui-ci. Mais aujourd'hui, c'est aussi, en plus, on rajoute les droits des femmes. J'avais envie de vous poser la question, quelle conception de la femme défendez-vous chacune? Alors, l'une met en scène et joue la comédie. De l'autre côté, on a une artiste du corps et du mouvement. Et quelle femme voulez-vous représenter et porter aujourd'hui? Et avec ce projet et aussi dans vos vies, dans vos carrières respectives. Ariel? Moi, en fait, par rapport au krump, c'est souvent vu comme une danse qui est un peu plus masculine.
Puis en fait, moi, ce que je veux prouver en tant que femme dans le crump, c'est que je peux faire la même chose que les hommes aussi. Je suis capable, j'ai les capacités pour le faire. Puis aussi, je peux comme exprimer mes émotions à travers cette danse-là. Est-ce que tu ressens qu'on devrait juste arrêter de se dire il faut qu'on fasse comme les hommes, c'est que ça peut être homme ou femme, peu importe? Moi, je dis que ça peut être homme ou femme, peu importe. Il n'y a pas vraiment de séparation pour cette danse-là. Oui. C'est juste sans doute parce que c'est un amalgame et c'est des muscles qui sont enclenchés et que ça demande énormément de force physique. Et beaucoup d'intensité. Et d'intensité que malheureusement c'est associé aux hommes et pour toi il faudrait que cette conception cesse. Mais aujourd'hui en fait, le crump est déjà vu comme tout le monde peut le faire. C'est plus vu comme c'est plus les hommes qui devraient le faire ou plus les femmes. Maintenant tout le monde peut le faire. C'est beau. Et pour toi Robin? Pour moi, le Uptown Crew, 6 femmes, auteurs, metteurs en scène, chorégraphes, comédiennes, impliquées aussi dans les communications et d'autres éléments de la production, c'est une affirmation. On est capable de faire des trucs par nous-mêmes, sans le besoin de l'homme. Mais aussi, en tant que femme racisée, c'est rare qu'on voit des collectifs qui sont solides, mais qui portent un projet du début à la fin. Donc, c'est aussi un geste politique. Est-ce qu'on reçoit des soutiens, justement, quand on commence à former un collectif, ou est-ce qu'il faut partir du bénévolat, de zéro, pour ensuite monter et commencer à se faire reconnaître? Comment ça fonctionne? Quand on a commencé, Zainab et moi, parce qu'on a commencé avec des rencontres à deux, c'est zéro soutien. Donc, on parle vraiment de nous-mêmes. Le matériel, le décor, c'est vraiment des trucs qu'on prend de la maison ou qu'on paye sur Kijiji, des trucs comme ça. C'est sûr qu'éventuellement, on va commencer à faire des demandes de bourse. Donc, on verra s'il y a une différence parce que nous sommes 6 femmes racisées. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucune bourse. C'est vraiment avec nos propres moyens qu'on fonctionne. J'ai envie tout de suite de saluer évidemment ceux qui vont vous mettre en lumière, le festival féministe Revolution Day Wrote, soutenu par le festival Saint-Ambroise Fringe aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des plateformes qui existent à Montréal pour que vous ayez un espace. Alors, c'est un événement de 4 jours mettant en vedette des performances courtes et des œuvres d'art féministes. Son but est de créer un espace où des artistes féministes de tout milieu puissent se rassembler pour développer et produire des pièces courte explorant des thèmes liés au féminisme intersectionnel et j'ai envie de saluer, c'est bilingue, c'est francophone, anglophone à Montréal, donc grosse représentation de la diversité, c'est du 21 au 24 mars. J'avais envie de vous questionner encore une fois sur la mise en scène, le jeu d'actrice, de comédienne, la danse, la chorégraphie. Quelles armes sont les arts et la scène pour vous? C'est le meilleur outil pour transmettre un message, même si c'est basé sur quelques faits vécus. Je pense qu'en regardant une histoire, en étant assis dans son siège, en regardant l'histoire, tu te dis « Oh, OK ». Soit tu te sens interpellé, soit tu te remets en question, tu poses des questions. En fait, la pièce aura aussi pour but de créer une discussion, une conversation sur, OK, quelle est la relation entre la mère et la fille? En tant que jeune, si tu te sens opprimé par tes parents, à quel moment est-ce que tu peux dire, OK, oui, c'est pas grave, je continue, je fais comme bon me semble parce que ça me fait du bien. Je suis dans une relation malsaine, voici les éléments qui font en sorte que c'est toxique pour moi. Donc, créer une discussion, dénoncer, montrer que le public sente que, OK, c'est comme ça que ça se passe. Bon, il y aura des éléments un peu funky dans la pièce, certes, pour recréer un peu un imaginaire et mettre un peu de pep et de punch dans la pièce. Mais je pense qu'avant tout, on veut créer une discussion puis dénoncer les relations mères toxiques. On lit souvent que être comédienne, c'est raconter des histoires, se pencher, rentrer dans des corps de personnages. Est-ce que pour toi, c'est le cas ou est-ce qu'il y a un désir d'authenticité de ton être à toi avant tout et d'être dans la réalité même? Ben, c'est sûr qu'en tant que comédienne, il faut être extrêmement vulnérable. On laisse une partie de soi-même. On creuse dans notre vécu. Quitte à ce qu'on fasse aussi de la recherche faut vraiment essayer de comprendre, d'être empathique envers l'histoire qu'on raconte pour pas tomber justement dans le cliché, le superflu. Mais la pièce qu'on monte en ce moment, elle est pas évidente. Je regarde les comédiennes, je leur en demande beaucoup parce qu'on passe... Il y a des émotions auxquelles bref, c'est rock'n'roll. Donc, c'est pas évident, mais ça demande beaucoup d'introspection.
beaucoup de respect aussi. Je sais pas si je réponds à la question. C'est une mais très j'ai le belle cœur réponse. qui bat en ce moment parce que c'est pas, en tout cas, si jamais vous avez la chance de voir la pièce, c'est pas une pièce facile. Ce serait facile en plus de tomber dans la caricature, ce qu'on veut éviter de faire et ce que j'évite de faire justement. Je m'arrête là. Vous abordez une relation. Je vais revenir à toi, Ariel, sur l'arme qui est l'art et la scène. Je vais juste profiter de ce que tu as ouvert, Robin, pour mentionner que cette pièce parle de la relation mère-fille qui peut être toxique, que vous développez des personnages féminins extrêmement complexes, que vous chamboulez les préconceptions sur la maternité, ce que je trouve assez intéressant. Ce qui se cache, vous révélez ce qui se cache sous le masque social, vous abordez la maladie mentale et les abus psychologiques, rien de moins. Alors, ça abonde dans la question quelle arme est la scène. Et pour toi, Robin, pour toi, Ariel, est-ce que tu aurais une réponse à cette grande et vaste question de quelle arme est la scène et les arts pour toi? C'est une manière de m'exprimer, de transmettre un message également. C'est beau, par le corps pour toi. Par le corps, avec la danse. Est-ce que vous accepteriez de mentionner vos collègues, qu'on entende leur nom aussi autour de vous? Certainement. Donc, l'auteur Zena Bourreza, nos comédiennes sont... pourquoi j'ai un blanc de mémoire? Alexandra Bandeyan, d'origine roumaine, Nihat Karidja, d'origine marocaine, et Maria Marsli, d'origine marocaine et irlandaise. Magnifique crew, je vous souhaite d'aller super loin dans ce projet. Je vais rappeler les dates encore une fois. Le Venin de Jocaste sera présenté dans le programme 2 du festival féministe Revolution des Roads du 21 au 24 mars 2019 au Mainline Theatre dans la salle Mini Main Studio en soirée partagée. Donc il y a plusieurs programmes à cette soirée. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour inviter les auditeurs à venir voir votre pièce? Dans quelles conditions doit-on venir? Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit particulière à avoir? En fait, quand vous allez venir voir notre pièce, donc comme vous l'avez dit, on sera 4 à présenter, 4 collectifs présentent leur spectacle. Donc vous verrez différentes histoires en fait. Donc il n'y a pas juste la nôtre, il y en aura 3 autres aussi. Donc soyez ouverts, c'est vraiment féministe, c'est pro-femme. J'ai vu les pièces que les autres collectifs vont présenter et préparez-vous aussi à un voyage émotionnel. Vraiment. Les Statement hommes politique. sont invités. Bien sûr, c'est le moment aussi pour voir, comprendre, saisir, être sensibilisé. Merci. Vous pouvez suivre le collectif Uptown Crew sur Instagram. Je l'aime, votre Instagram. Et vous découvrirez la version intégrale du Venin de Jocaste en mai-juin prochain lors du Festival Fringe de Montréal. Longue vie à vous, mesdames. Merci je salue votre maman qui est avec nous dans les studios. Et c'est une journée pour les mamans, les grands-mères, les arrière-grands-mères qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Une petite virgule musicale avec une découverte, l'artiste Little Sims et son tube Venom. Accrochez vos ceintures. C'est une sacrée artiste. On se retrouve juste après. Vous écoutez Danscussion & Co et nous sommes le vendredi 8 mars 2019. Life sucks and I never tried suicide. Mine's lost even more than I realized. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time and the next breed, if you come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't mess with the deadly. Moon waves in open seas, quick coasting overseas. Bun knows who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here. From the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour, never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a height. My soul was sending to the sky, it's just you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic ish. They wanna see dead bodies, probably not, they ain't rolling with no automatic clips. Moving scatty, all erratic and that. They be fragile, looking batty and that. Oh, you man, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes 2 of us, that makes 2 of us, Venom.
time to daylight, we roll trees, save lives and made minds that go deep. Oh, he wouldn't have guessed I'm so chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs. Dealing with inner demons I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. Actually don't follow me, nobody bother me. I'm a best honesty, but I know your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me and abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find nothing left. It's a mystery, rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice right here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True is to stick up, hands in the air, put the money in the bag. All cash, venom. Vous écoutez toujours Danscussion & sur choc.ca, vendredi 8 mars. Voici venu le rendez-vous hebdomadaire avec notre spectateur Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, ses réflexions et ses humeurs. Aujourd'hui, il nous propose « Parce que le 8 mars, ce n'est pas pareil, c'est spécial ». Et c'est signé Robert Saint-Amour. Merci Clara et bonjour à vous tous et toutes. Parce que le 8 mars, effectivement, ce n'est pas une journée comme les autres. Et bien que ça sera la même chose pour ma chronique. La Journée internationale des droits des femmes, c'est important de prendre le temps de la souligner. Une seule journée pour faire valoir tous ces droits, j'en conviens, c'est trop peu. Mais prenons cette journée pour permettre de prendre un temps d'arrêt pour reconnaître l'importance des femmes dans nos vies, effrénées au rythme du métro, boulot, dodo. Pour nous rappeler aussi que pour elles, malgré toutes de nombreuses luttes fructueuses, rien n'est définitivement gagné. Par exemple, cette autre époque, un peu tout croche du Québec de ma jeunesse, est, j'espère, maintenant révolue, comme le chantait si bien Sylvain Lelièvre dans « Moment est là ». 25 ans dans la cuisine, les couches, puis les commissions, le ménage, le lavage, leur passage, puis les repas. Les enfants mettent même pas leur linge sale dans le panier. Bien sûr, maman est là. Mais heureusement, l'histoire prend une tournure souhaitable. Un soir, ils sont rentrés. Maman était plus là. Pour bien se terminer avec, les enfants l'ont revue, plus jeune et plus jolie qu'ils ne l'avaient connue. Et je m'excuse auprès de Sylvain Lelièvre. En cette journée, je vais prendre donc le temps de remercier quelques-unes de ces femmes. D'abord, j'ai une bonne pensée pour ma mère Lucille, maintenant décédée, et dont c'était l'anniversaire il y a quelques jours. Ma mère qui m'a accepté tel que j'étais. Une de ces leçons de vie dont j'ai bien pris note et que j'applique du mieux possible envers les autres, tout différent soit-il de moi. J'ai aussi une tendre pensée pour Hélène, ma blonde de toujours, qui accepte que son chasseur-cueilleur parte régulièrement seul dans les territoires chorégraphiques pour capturer l'âme des œuvres ou en cueillir les fruits présentés sur la scène afin de s'en nourrir. À mes deux filles, Isabelle et Julie, aussi, mes plus beaux cadeaux, à qui chacune à leur façon vont à la rencontre des autres et rendent leur père bien fier. Je veux poursuivre mes remerciements aux femmes de mon univers chorégraphique et de souligner la richesse de leur présence. D'abord à toi, Fabienne, qui a été la première à me proposer par ta belle plume invitante des œuvres et faire de moi le spectateur chasseur-cueilleur que je suis devenu. À vous, Francine, Dina, Daniel, Amy et Caroline, qui entretenez si bien ces territoires chorégraphiques et qui m'accueillez dans vos lieux pour me proposer des œuvres fort enrichissantes. À vous, Catherine et Mélanie, qui mettez en vos mots, tout juste, pertinents, mais surtout fort bien tournés, les œuvres que vous avez vues. Et vous, chorégraphe et interprète, qui mettez tout votre talent et votre âme en action, malgré des conditions si difficiles et précaires. Vous êtes tellement nombreuses que je ne peux pas toutes vous nommer, faute de temps. Sachez que chaque expédition que j'ai faite dans vos univers me permet de devenir un homme un peu plus différent et meilleur. Enfin, à vous, Maude et Clara, qui m'avez invité à participer à cette belle aventure de Danscussion & Co., je ne peux qu'être admiratif face à votre engagement et votre dévouement, mais aussi beaucoup à votre talent.
Merci pour votre confiance et de m'accepter comme je suis. Alexia et Bettina, chers collègues, merci beaucoup de me permettre de m'enrichir à votre contact. Une journée, c'est trop peu, je le disais en entrée de jeu, pour souligner l'importance de votre rapport. Mais prenons le temps, un temps d'arrêt important, et de vous dire merci, mesdames. Merci, cher Robert, pour cet hommage aux femmes de ta vie. Tu es aussi l'un des hommes de notre vie, sache-le. De là où il est, l'artiste en cirque et auteur Jérémy Vitupier nous fait parvenir chaque semaine sa parenthèse balado. Cette semaine, laissez-vous embarquer avec son nouvel opus intitulé « Dans les aéroports ». On vous retrouve juste après. Je suis à l'arrêt, au port, bloqué au quai des navires volants pendant au moins une dizaine d'heures, si tout va bien. Ça en fait déjà 7 que j'arpente les moindres recoins de ce terminal. J'ai l'impression de m'y être assoupi une centaine de fois déjà, d'y avoir dormi ici et là, dans toutes les positions possibles et imaginables. Et à chaque fois que je me réveille, je me retrouve dans un autre pays. Ou pas en fait. Je suis perdu dans un aéroport qui essaye de ressembler à un autre, ou à un millier d'autres. Égaré dans un monde de faux semblants, où les enseignes aux lettres dorées essayent de m'ensevelir de leur prétendu prestige, érigé sur l'exploitation des matières et des êtres vivants. Y a-t-il une éthique dans l'esthétique ? Et chaque tentative de m'éloigner de ces boutiques me rapproche d'une autre. Je me sens enfermé. Je tourne en rond, perdu dans cette boucle temporaire où je me sens harcelé par l'exhibitionnisme de l'industrie du luxe et les annonces de vol trouvant un départ. Avec la fatigue de n'avoir pas dormi pour finalement me lever pour rien, mes nerfs sont dans tous leurs états. Je ne sais plus si je veux dormir ou pas, si j'ai faim ou pas. Je suis décalé avant même d'être parti. J'essaye de méditer, mais mon corps ne s'écoute plus. Je trouve alors un remède dans le jeu. Je bats l'ennui à plate couture en faisant émerger l'enfant qui vit en moi. Je grimpe, je saute, je cours, je crie, je ris à gorge déployée. J'attire sur moi les regards des névrosés et je m'en joue. Je fais une partie de cartes avec mon ami et partenaire de longue date, mon complice des tours du monde et des farces en tout genre. Mon copain, comme on s'appelle affectueusement, comme on aurait pu s'appeler l'un l'autre étant enfant. Dans le brouhaha guindé des aéroports d'ici et d'ailleurs, nous avons oublié pour un moment d'où nous venons et où nous allons. C'est aux grandes dames des contrôleurs aériens et des autres que notre voyage a déjà commencé, qu'il se poursuit de jour en jour et qu'il se joue maintenant dans cette partie de cartes où tous les enjeux du monde semblent reposer. Tant que des enfants feront de la balançoire dans l'âme des adultes, le monde des humains ne sera pas vain. De retour sur choc.ca, Jérémy Vitupier nous avait manqué. Jérôme Pruneau aussi. Il est de retour avec sa chronique En eau vive. Avec lui en alternance toutes les 2 semaines, vous commencez à l'avoir compris avec son partenaire David Lavoie. Nous plongeons dans une dizaine de minutes mettant en relief des faits de société, des événements politiques quelconques. Évidemment, aujourd'hui on imagine qu'il va nous souffler des mots de femme. Il y a 2 semaines, Jérôme Pruneau signait une chronique sur l'identité d'artiste qui est toujours à réécouter assez facilement en podcast. Et cette semaine, il propose Des ailes pour voler, L-E-2-L-E-S. Bonjour, Jérôme. Bonjour Maud, bonjour chères auditrices de Danscussion & Co. Et oui, j'ai décidé en ce 8 mars 2019 de féminiser l'ensemble de ma chronique qui habituellement s'adresse à tous les sexes de façon plurielle pour faire un clin d'œil spécifique en cette journée internationale de la femme à toutes les femmes du monde, soit ni plus ni moins que 3,960 milliards de femmes qui assurément nous écoutent aujourd'hui, j'en suis sûr. Bonjour à toutes. Alors à l'instar du mois de l'histoire des Moires, on se demande bien pourquoi célébrer les femmes effectivement une seule journée par an, comme on le fait un seul mois par an pour nos concitoyennes noires. Sans doute faut-il trouver l'explication dans le fait que l'instauration de cette journée par les Nations Unies, qui date de 1977, est la résultante d'un mouvement féministe de fond qui réclamait bien sûr plus de droits et surtout plus d'égalité. La bataille menée depuis toujours par quelques pionnières qui ont écrit l'histoire avec un grand H dans tous les domaines, d'une Jeanne Mance à une Marie Curie, premier Nobel scientifique, d'une Rosa Luxembourg à une Rosa Parks, d'une Valentina
Terechova, première femme cosmonaute, à une Valérie André, première femme générale de l'armée française en 1976 seulement, ou sa consoeur, le brigadier général Sheila Hellstrom au Canada, où il faut attendre quand même 1987, ni plus ni moins. D'une Jane Addams en 1931 à l'Irakienne Nadia Mourad l'année dernière en 2018, premier et dernier prix Nobel de la paix, cette bataille des femmes donc semble une bataille sans fin depuis toujours. Transposée dans le domaine des arts et de la culture, domaine professionnel qui semble à première vue très féminisé et qui donnerait l'impression qu'une égalité plus prononcée existe ici, la question reste pourtant la même. Quelle est la place en 2019 de la femme dans ce monde des arts et de la culture et quel est le statut de la femme, qu'elle soit artiste ou travailleuse culturelle ? De prime abord, quand je regarde mon propre entourage professionnel au niveau des travailleuses culturelles et de mes collègues, j'ai une tendance à penser que notre milieu est très féminin. Rien que dans mon équipe de travail, 6 femmes, 2 hommes. Et quand je regarde les postes de direction, j'ai l'impression de constater aussi une féminisation importante, comme à la direction des Conseils des Arts de Montréal ou du Québec, ou à la direction générale de nombreux organismes. Mais pourtant, à y regarder de plus près, et selon l'étude de Hill Strategy de 2011 sur la constitution et répartition de notre domaine professionnel, il y aurait une parité exacte, 50%, entre les travailleurs et travailleuses culturelles au Canada. Et si on y regarde encore de plus près, on retombe dans la grande et malheureuse généralité qui attribue le pouvoir économique aux hommes. En effet, les travailleuses culturelles gagnent 23% de moins que leurs collègues masculins pour un salaire moyen de 34 100 $ versus 44 000. Encore une arnaque. Comme quoi les impressions peuvent être trompeuses. Au niveau artistique, même constat déchirant puisqu'en moyenne, une artiste gagne 31% de moins que son camarade artiste, et cela dans 8 des 9 professions artistiques étudiées, où les cas varient de moins 12% pour les écrivaines contre moins 35% pour leurs consoeurs en art visuel par exemple. Seules en danse d'ailleurs, elles arrivent péniblement sur les salaires annuels de misère de 14 400 $, je vous le rappelle, à gagner en moyenne 300 petits dollars de plus qu'un danseur. C'est pathétique. Si on regarde plus en détail au niveau de la création par discipline, on finit par bien accrocher sa tuque. En effet, selon l'étude, la place des créatrices dans les postes clés de la création de la culture au Québec, réalisée en 2016 par Réalisatrice Équitable, ce que je salue, les chiffres finissent par faire pleurer. Quelques exemples. Sur les saisons théâtrales de 2000 à 2007, 29% des textes joués sont écrits par des femmes sur les 1600 productions. Mais les hommes sont 2 fois plus nombreux à avoir un accès à la scène, puisque 36% d'entre eux ont en effet au moins 3 productions à leur actif, contre seulement 18% des femmes. Toujours au niveau du théâtre, concernant les interprètes, 47% sont des femmes sur la saison 2010-2011 et 44% signent des contrats de conception. Mais pour autant, même quand les théâtres sont dirigés par les femmes, elles n'ont ni la même reconnaissance et n'ont pas autant de contrats. Si on glisse du côté des interprètes, chanteuses, danseuses, actrices et animatrices, le constat continue. Les femmes sont sous-représentées dans tous les secteurs, comme en publicité, où pour le groupe d'âge des 45 ans et plus, les femmes ne représentent que 38% des contrats et sont beaucoup plus touchées par l'agisme, ce qui engendre donc des carrières moins longues que les hommes. Au niveau des autrices radio, télé et cinéma, s'il y a quasiment parité avec 40% des femmes inscrites à la SARTEC, qui est la Société des auteurs de radio, télé et cinéma, eh bien seulement 21% des contrats de développement de scénarios de cinéma ont été signés par des femmes contre 66% aux hommes. Et quand on avance un peu plus dans le processus, qui est intéressant, c'est-à-dire concernant les films qui vont en production, eh bien l'écart se creuse davantage, avec 77% des scénarios écrits par des hommes contre seulement 16% écrits par des femmes, mais également au niveau des cachets, puisque celui des femmes est inférieur de 22%. Quant au secteur de l'humour, alors là c'est encore plus simple, puisqu'il s'agit carrément d'un boys club. Pour la réalisation des films, on recommence. Entre 2010 et 2014, 10% seulement des budgets alloués par la réalisation de films par Téléfilm Canada l'étaient pour des femmes. Ce qui semble vouloir changer d'ailleurs du reste avec la nouvelle politique de Téléfilm Canada. Et 19% des budgets alloués par la SODEC étaient pour la réalisation de longs-métrages attribués aux femmes. Vous avez remarqué que ma chronique spéciale chiffres, ce dont j'ai horreur habituellement, mais là, faut pas hésiter quand c'est croustillant comme ça, alors j'enfonce le clou. Dans les métiers de l'image et du son, par exemple, les femmes se démarquent dans les professions de maquilleuses et de coiffeuses, tiens, bizarre, mais pas du tout dans celles de techniciennes ou de directrices photo, seulement 7,5%, sans compter qu'elles n'arrivent pas à accéder au poste de chef. On voit en effet beaucoup de femmes, chef avec 2 F, bien évidemment, on voit en effet beaucoup de femmes perchistes pour le son, mais pas en tant que preneuses de son.
Idem pour les caméras, où on retrouve beaucoup d'assistantes à la caméra, mais peu de directrices photo. Bref, moralité dans le secteur télé et cinéma, on est là dans un monde de gars qui fonctionne à l'ancienne, par passe-droit et autres boys club justement, qui cooptent les copains, pas les copines. Bon, je ne peux pas passer en revue toutes les disciplines, mais je m'en suis gardé une petite dernière quand même pour la forme. Je veux parler de la littérature, roman, poésie, essai. Alors là, si ta tuque n'était pas accrochée, eh ben vas-y, c'est le temps. Premier constat, c'est que 55% des membres de l'Union nationale des écrivains et écrivaines du Québec sont des femmes. Magnifique, ça démarre quand même plutôt bien. Sauf que quand on regarde l'expérience réalisée par Catherine Nichols en 2015, et j'ai bien dit en 2015, c'est-à-dire il y a juste 4 ans, alors on tombe de haut. Cette autrice a en effet envoyé un manuscrit à 50 agents littéraires, ou éditeurs si vous préférez, sous son nom Catherine Nichols. Elle reçoit 2 réponses. Puis elle a envoyé le manuscrit sous un pseudonyme masculin. Et là, miracle du biais implicite, elle reçoit 17 réponses, soit 8,5 fois plus. Oui, nous sommes en 2015. Au niveau de la recension, même chose, puisque seuls 33% des manuscrits féminins sont recensés dans les revues. Et enfin, en termes de reconnaissance suprême, il suffit de passer en revue 2 grandes reconnaissances notoires, le Nobel de littérature, qui a été attribué à une femme depuis 1909, seulement 14 fois. Et le Goncourt, parlons-en du Goncourt, depuis 1903, seulement 11 fois. Quel triste record. Alors je pourrais malheureusement continuer une bonne partie de la journée à révéler l'inégalité homme-femme qui se dresse. Sommes-nous obligés de l'avouer non plus comme un mur de verre, mais plutôt comme un mur de béton dans notre si beau secteur des arts et de la culture? Car au vu de ces statistiques, peut-on encore parler de verre à travers lequel percevoir un horizon possible? J'ai peur que nous devions regarder la vérité en face. On est ici tout aussi mauvais qu'ailleurs. On est ici tout aussi macho qu'ailleurs, sexiste et inégalitaire. On fait les durs à cuire avec nos gros bras et nos paires de couilles pour faire régner notre loi du plus fort. Oui, comme partout ailleurs. Mais franchement, guys, quand ferons-nous plutôt fonctionner nos petites cervelles pour s'apercevoir que notre équivalent féminin a bien des choses à nous apprendre, bien des choses à dire, à créer, à concevoir, à réaliser, à transmettre, à écrire, à faire bouger dans ce monde de brutes où nos sextoys en forme de canon et nos jeux de guerre favoris font encore la loi. Non, je vous le dis, ce n'est pas une journée internationale de la femme qu'il faut, mais davantage un siècle sans homme au pouvoir. On y verrait peut-être enfin le jour, on finirait peut-être par comprendre que la femme est définitivement l'avenir de l'homme avec son grand H et qu'il lui faut des ailes, E2LES, pour voler. Et tous ces malheureux constats me font penser d'ailleurs à cette magnifique chanson qui, en 1992, éveillait ma conscience féministe. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Eh oui, allez à Jacques Taest, à tout bientôt. Jérôme Pruneau, merci pour cette parole. On se retrouve juste après les départs en retard de l'artiste Mélanie Venditti. Nouvelle découverte de la semaine. Restez à l'écoute, j'ai une surprise pour vous juste après. Tu reviens à l'endroit où je pars quand je m'endors. Comme un signet qui se pose dans un livre qu'on aime et qu'on ne peut jamais terminer. Je veux qu'on se lise au complet et qu'on puisse recommencer. Quand tu m'ouvres les yeux pour pouvoir nous regarder, j'apprends à exister en dehors du corps qui est enfermé dans son passé, de la tête qui est enfermée dans ses pensées. Je viens, mais dans ta main, c'est mes doigts et mon bassin. Ton désir vient de mon plaisir tient à ton désir. Chez moi tu viens, quand je reviens, et mes départs sont en retard. Quand on se quitte pour se revoir. De retour à Danscussion & Co.
Et alors, on ouvre une rubrique pépite culturelle, rencontre avec Sanae. Nous allons sortir des sentiers battus pour quelques instants parce que j'ai une pépite culturelle bien particulière pour vous aujourd'hui. Du haut de ses 11 ans et demi, je la sacre graine d'artiste, jeune femme d'aujourd'hui et femme du futur. Et c'est parce qu'elle est en semaine de relâche que mon invité d'aujourd'hui a accepté d'être à nos côtés. Sanae est avec nous. Bonjour Sanae. Bonjour et merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir et je remercie tout de suite et salue tes parents qui ont permis cette rencontre. Alors je sais que tu es à l'école FACE qui propose un programme art-études du préscolaire à la 5e secondaire. En quelle année d'école es-tu? Moi je comprends jamais rien ici donc... Je suis en 6e année, c'est la dernière année du primaire en fait. Parfait. Et parce que je t'ai déjà croisé à des vernissages d'expositions ou aperçu dans des salles de spectacle, et parce que je t'ai entendu jouer de la flûte, et que tes parents m'ont dit que tu chantais et dansais presque tout le temps, j'avais envie de te questionner sur l'art, sur ce que tu aimes ou aimes moins, sur ton parcours, sur comment tu vois le futur, comment tu as envie de grandir. Alors pour commencer, et tu es libre de réponse, quand je te dis art, qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses quand je te dis art? Je pense à la liberté d'expression, l'égalité aussi, et j'aime... Je sais pas vraiment comment dire... à s'amuser aussi. Du plaisir? Ouais, du plaisir et c'est ça. Est-ce que tu as l'impression d'être née avec? Est-ce que tu as grandi dans l'art et la culture depuis que tu es toute petite ou est-ce que c'est arrivé par une éducation, par les cours? Alors raconte-moi comment ça s'est passé cette rencontre avec l'art. En fait, un membre de ma famille a été réalisateur et en fait, il m'emmenait souvent quand j'étais toute petite et... Sur les plateaux de cinéma? Ouais. Sur les tournages? Ouais. Et en fait, lui, il aimait beaucoup l'art aussi. Fait que je pense que ça vient de ça en sang, de la famille et tout. Et aussi, j'ai commencé... parce que j'ai commencé dans une école aussi d'art. Fait que quand j'ai commencé à faire du chant, de la musique vocale, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai continué. J'ai commencé à faire des cours de guitare... Et en fait, comment j'ai commencé à jouer de l'instrument, en fait, c'est parce qu'on emménageait dans une maison et j'avais une nouvelle voisine et elle était venue me rendre visite. Et elle avait une guitare et je jouais tout le temps avec, je sais pas, j'aimais ça, gratter sur une guitare, faire n'importe quoi, je savais même pas c'était quoi les notes et tout. Et est-ce que ça veut dire que à l'oreille tu reconnaissais et hop là tu te mettais à jouer Ben, j'aimais ça en fait, c'était le son. Ouais, j'aimais le son, j'aimais la joie que ça te procurait. Ouais, parce que je sens qu'il y a de la joie là dans ton corps. Ouais, j'aimais vraiment ça et j'en jouais tout le temps que j'allais chez elle, tout le temps. Et à un moment donné, pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert du coup une guitare et ça allait avec les cours, des cours de guitare et j'ai vraiment, j'ai capoté les cours de guitare, j'ai adoré, c'était vraiment, du coup je savais que j'aimais la musique, l'art. Est-ce que t'es venue avec ta guitare aujourd'hui? Non, je suis pas venue. Trop dommage. On aurait eu un concert. Et est-ce que ça, c'était au moment où tu étais à l'école déjà de l'école FACE ou c'était avant l'école FACE? J'étais à la garderie en fait. Ok, donc toute petite. Ouais, t'as commencé à jouer à la guitare. J'ai vraiment capoté. Je sais pas. La première fois que je l'ai fait, bah écoute, j'ai continué. Puis c'est là où j'ai su que je pense que la musique c'était dans mon sang, tout l'art et ouais. Et alors depuis tu es rentrée à l'école FACE, tu suis un programme art-études en même temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de quelles sont les disciplines artistiques auxquelles tu participes et est-ce que tu en aurais une préférée? Discipline artistique. T'as aucune préférée? Non, j'en ai aucune. Et qu'est-ce qu'on vous enseigne? Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, on nous enseigne la musique vocale, mais en fait, de tout petit, de maternelle, t'as déjà un instrument, tu joues déjà de l'instrument. Et
on nous enseigne la musique instru et en fait tu évolues avec ton instrument et tu gardes toujours ton instrument dès la 4e année jusqu'à la dernière année du secondaire. Et du coup, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ensuite, on nous enseigne... C'est pas dans toutes les écoles qu'on fait ça. Et on nous enseigne aussi de l'art dramatique. C'est assez rare. Et... C'est assez rare. Vous avez pas beaucoup de cours ou c'est assez rare? On a 2 cours de suite, mais on en a 1 cours par semaine. D'accord. Mais en fait, ouais, c'est ça. Fait qu'on a 2 périodes de suite, mais on a 1 cours par semaine. Fait ouais, mais c'est cool quand même parce qu'on a quand même l'école un peu régulière plus le programme artistique. Ouais, c'est ça, le programme fort professionnel. On vous enseigne aussi, si le site internet de l'école Face a raison, les arts plastiques. Oui, aussi. les arts plastiques donc, aussi. Art dramatique, musique vocale, art plastique et musique instrumentale. Oui, c'est ça. C'est tout ça qu'on vous enseigne. Est-ce qu'on vous dit que l'art est super important et où est-ce qu'il va vous mener l'art? Est-ce qu'on vous donne un message ou est-ce que c'est toi qui es en train de définir pour toi à quoi sert l'art dans le monde? Un peu des deux, je dirais, parce que en fait, je dirais plus la première option parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent nous faire passer comme message que c'est important d'avoir différentes pratiques artistiques. Ouais, vision. C'est ça. Et vu que c'est pas dans toutes les écoles, je pense qu'ils veulent nous offrir une opportunité. D'un peu apprendre la musique, toutes les arts comme ça. Et est-ce qu'on vous enseigne aussi à être chacun individuel et à avoir votre singularité d'artiste, à construire quelque chose qui va ressembler à Sanae, artiste dans le futur? Plus ou moins. Pas encore, peut-être. Pas encore, ouais. Mais ouais. On vous fait plus goûter un peu à tous les arts, ouais. Si je me trompe pas. Et alors, parce que tes parents sont des amoureux de la culture et qu'ils te traînent d'expositions, en vernissage. Ouais, c'est pas tout le monde qui a la chance. C'est ça, en salle de spectacle, tu vas voir de la danse, tu vas voir du théâtre. Est-ce que tu as une préférence de quelle salle tu préfères aller? Est-ce qu'il y a des spectacles que tu préfères aller voir? Est-ce qu'il y en a où tu dis « Ah non, ça, je veux plus aller voir ça du tout de ma vie ». Non, j'ai pas de préférence non plus. La plupart du temps, j'aime quand mes parents m'emmènent dans des vernissages parce que ça me permet de voir différentes choses, parfois de différents pays. Ça dépendrait. Et c'est ça. Est-ce que ça t'inspire? Oui, ça m'inspire parce que ça me fait encore plus aimer l'art. C'est comme... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des modèles artistiques? Est-ce qu'il y a des artistes que tu aimes vraiment plus que tout? Et qui sont tes modèles que tu as envie de suivre et tu te dis un jour j'aimerais ça? Non, j'ai vraiment pas d'artiste préféré. Mais avant, ma chanteuse préférée, c'était Adele. Mm-hmm. Et parce que j'aimais beaucoup ses musiques. Et plus j'écoutais ses musiques, plus je chantais. Et ouais. Est-ce qu'on pourrait entendre un extrait de Adele, chanté par Sanae? Mais je m'en souviens plus c'est quoi vraiment les paroles, parce que ça fait longtemps, puis je l'écoute plus beaucoup maintenant. Ok. Alors. Donc tu me répondras non. J'ai pas envie de chanter. J'aurais essayé, Sanae. Est-ce que tu as entendu Jérôme parler de tout ça, de la place de la femme dans la culture? Tu viens d'entendre tous ces chiffres qui ont été cités parce que tu étais avec nous. Est-ce que ça te fait réagir? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça pas normal que les femmes soient pas égales aux hommes, les femmes dans le milieu de la culture et des arts? Je trouve pas ça normal. Et ça devrait... Non, parce que je trouve que c'est pas égal, c'est pas... Ouais, c'est pas normal, je trouve pas, parce que c'est important que tout le monde a sa place dans l'art, dans différents métiers d'art. Et ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi vraiment les hommes ont plus de roi, entre parenthèses. Et ouais, Est-ce que toi, tu veux devenir artiste professionnel? Est-ce que tu veux en faire ton métier dans le futur?
Oui. Oui. Dans quel domaine artistique est-ce que tu veux gagner ta vie? Je vais être actrice, comédienne, musicienne et danseuse de popping et hip-hop. Tu veux être artiste professionnelle en fait. Pourquoi choisir? Tu veux faire tout à la fois et je pense que c'est le futur. Hein. Est-ce que tes amis autour de toi sont également comme toi ou ont envie de tout faire? Non. La plupart des amis, mes amis en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent devenir encore. Et ouais, je leur demande, mais parfois ils savent pas, puis ils sont moins ouverts aussi. Peut-être qu'ils voient moins de spectacles aussi. Toi, t'en manges beaucoup. Ouais. De la culture. Est-ce que t'as un message aujourd'hui que t'as envie de dire en ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme? Est-ce que t'as envie de dire quelque chose? Ben moi, j'aimerais ça dire, restez vous-même. Peu importe ce que vous êtes, restez vous-même et ne vous influencez pas par les autres. Parce que, surtout défendez vos droits. Et est-ce que tu aurais un message aux parents? Est-ce que s'il y a des parents qui nous écoutent, est-ce que tu aurais envie de leur dire un message? Moi, j'aurais envie de leur dire, déjà, demandez à votre enfant ce qu'il a envie de faire, parce que puis s'il a envie de faire quelque chose et absolument, vous pourriez peut-être l'emmener, s'il a envie d'être peintre, un exemple, vous pourriez peut-être l'emmener faire plus de sorties, être plus ouvert, lui parler plus, parce que parfois il y a des parents qui sont très très stricts avec leur enfant et qui les écoutent pas. Moi j'ai une amie en fait que ses parents sont très stricts avec elle et quand elle veut leur parler, les parents les écoutent pas, ils veulent pas écouter l'opinion de l'enfant. Et Donc tu voudrais que ça n'existe plus, des parents comme ça et qu'on soit à l'écoute des enfants futurs artistes. Ouais. Super. Ça l'écoute. Merci beaucoup Sanae merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis t'es la bienvenue quand tu veux, mais c'est pas tous les jours la semaine de relâche. Ouais. Donc on est super heureuse de t'avoir eu aujourd'hui. J'ai hâte d'aller à une exposition signée par Sanae. J'ai hâte de t'entendre chanter. J'ai hâte de te voir danser. J'ai hâte de te voir au cinéma aussi. Et je te souhaite plein de réussite dans tes futurs castings. Merci beaucoup. Parce que mon petit doigt m'a dit que tu en passais en ce moment. Des castings. Ouais, alors merci Sanae. On va se faire une petite virgule musicale parce qu'on aime la musique ici. Alors pause musicale tout en douceur pour installer nos invités des grandes discussions avec le band Hand Habits et leur titre What Lovers Do. Vous écoutez Danscussion & Co et on est de retour juste après ça. Packing at the pedals, throw the pedals on the floor. Now I know what love is for. Now I know what love is for. See it from a distance, but the distance seems too far. You don't wanna leave the garden, devil caught you way off guard.
Vous écoutez toujours Discussion & Co sur choc.ca. C'est maintenant l'heure des grandes discussions. Une rencontre avec des acteurs, actrices culturelles autour d'une thématique proposée. Quelle est-elle cette semaine, Clara? Oui, cette semaine, un thème que l'on voulait aborder depuis longtemps et qui nous tient à cœur, directrice des répétitions, réalité et enjeux. L'emploi du féminin pour directrice des répétitions n'est d'ailleurs pas totalement anodin ici. On en reparlera tout à l'heure. Et on continue à honorer les femmes aujourd'hui, car pour en parler, on a le plaisir de recevoir 3 femmes, 3 artistes et 3 spécialistes du sujet. Sophie Michaud, directrice des répétitions et conseillère artistique. Bonjour Sophie. Bonjour. Christine Charles, directrice des répétitions de Travailleurs culturels. Bonjour Christine. Bonjour. Hélène Leclerc, directrice des répétitions à l'École de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci à toutes les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous introduire, souligner vos parcours respectifs avant de plonger dans le vif du sujet. Alors, Sophie, tu évolues dans le milieu d'abord à titre d'interprète avant de multiplier les engagements en tant que répétitrice dans les années 90, ce qui t'amène d'ailleurs à entreprendre un mémoire de maîtrise qui s'intitule « L'espace du répétiteur dans le processus de création de l'œuvre chorégraphique contemporaine ». Voilà. Tu cumules à ce jour près de 150 collaborations à titre de directrice des répétitions, d'assistante à la chorégraphie et de conseillère artistique. Parmi les longues collaborations, on peut notamment nommer les compagnies Cas Public, Manon fait de la danse, Sina Danse, Corpuscule Danse et Bouge de là, ou encore des chorégraphes comme Lucie Grégoire, Jean-Sébastien Lourdet, Marie Bélan, Caroline Lorrain-Bocage, Catherine Godet, pour n'en nommer que quelques-uns. Très active à l'UQAM également, tu as assisté de nombreux chorégraphes dans leur rôle d'enseignant et accompagné de nombreux étudiants. Et en 2016, tu as développé une formation en complicité avec Christine Charles ici, dédiée aux directrices des répétitions. Vous allez aussi pouvoir nous en parler. Christine Charles, en 1989, suite à une formation professionnelle au Centre national de danse contemporaine d'Angers, tu t'établis à Montréal. Et pendant une quinzaine d'années, tu interprètes des œuvres de nombreux chorégraphes, dont Jean-Pierre Perrault et Louise Bédard. Parallèlement à ta carrière de danseuse, tu développes une expertise en accompagnement d'interprètes et de chorégraphes. Et à titre de conseillère artistique et de directrice des répétitions, tu entretiens de longues et fructueuses collaborations avec plusieurs chorégraphes comme Emmanuel Joute, Manon Oligny, Dominique Porte, Louise Bédard, et tu œuvres aussi aux côtés d'artistes de la relève dont Philippe Dandonneau, Élise Bergeron, Philippe Poirier ou encore Sarah Delava. Tu as complété toi aussi une maîtrise en danse en 2016 et tu accompagnes aussi régulièrement les étudiants du bac et de la maîtrise en danse, ainsi que du doctorat en pratique artistique de l'UQAM dans leur cheminement chorégraphique. Et tu occupes des postes aussi de coordination, médiation, développement, administration ou direction de tournée pour plusieurs compagnies montréalaises. Hélène Leclerc, je me tourne vers toi. Avant de te joindre à l'École de danse contemporaine de Montréal, tu as dansé pour des chorégraphes prestigieux tels que Linda Rabin, Louise Bédard, Lucie Grégoire et Daniel Soulière. Et tu as aussi chorégraphié plusieurs spectacles en association avec Massimo Agostinelli avant de créer ta propre compagnie. Et tu as également chorégraphié des œuvres pour le cinéma. Tu enseignes depuis 25 ans à l'École de danse contemporaine et tu te consacres aujourd'hui au développement de jeunes talents et à leurs insertions dans le milieu professionnel. Tu occupes à l'École de danse contemporaine de Montréal les fonctions de directrice des services aux étudiants et aux diplômés, de directrice des répétitions et de coordinatrice des productions de spectacles. Vous êtes bien renseignée. Voilà, c'était important pour moi de faire cette longue introduction parce que voilà, vous êtes quand même dans le métier des femmes d'expérience et on est très heureuse de vous avoir avec nous. Alors, je vais ouvrir tout de suite la discussion avec ce titre, directrice des répétitions, répétitrice. Quel est le bon terme à employer? On voit les deux, on ne sait jamais trop. Alors, j'ai envie d'ouvrir la question. Sophie, je me tourne vers toi pour commencer. Oui. Oui, en fait, au début des années 2000, je pense qu'il y avait une prise de conscience chez les spécialistes, du moins, chez les personnes qui se consacraient à la fonction. Une prise de conscience entourant cette idée du terme répétiteur qui nous semblait désuet au regard des multiples tâches qui nous sont confiées, mais notamment de la position fondamentalement artistique du répétiteur, de la répétitrice. Alors, comme on s'apprêtait à faire à créer le profil de compétences pour ce métier, on a réfléchi, puis d'un commun accord, on a dit qu'il faut trouver autre chose. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de trouver un terme qui nous satisfasse. De fait, il ne nous satisfait pas.
Mais tu veux dire pas encore aujourd'hui? Pas encore, totalement. Non, parce que le terme directeur, on a voulu adopter le terme directeur, directrice parce que ça amenait une certaine l'idée de responsabilisation, de responsabilité, d'un poste d'importance au sein d'un groupe, au sein d'une compagnie, ce qui est vrai. Mais le terme directeur, on dirait qu'on est un petit peu mal à l'aise avec parce que comme même si on dirige comme des interprètes, on aime plutôt dire accompagner, guider, soutenir. Alors, on dirait qu'on est un petit peu pris dans ce terme directeur des répétitions. En fait, c'est pour ça que selon les contextes, en tout cas, du moins de mon point de vue, je cherche toujours un terme, un crédit en fait qui va se rapporter directement aux tâches qui m'ont été confiées dans un processus de création. C'est pour ça que présentement, je privilégie le terme de conseillère artistique puisque je conseille autant les chorégraphes que les interprètes dans leur processus respectifs. Et puis, c'est toujours à la convergence de ces intérêts-là que je me situe et tout. Alors voilà, moi, je me sens beaucoup plus confortable avec le terme conseillère artistique. Hélène, pour toi? Moi, écoutez, c'est sûr que à l'école, c'est très, très spécial. On est dans un milieu de formation. Alors, c'est sûr, la façon que j'ai établi mon rôle dans le cadre de l'école, c'est sûr que je suis pas tout à fait confortable avec ce titre-là, mais un coup qu'il est dit, moi, je vais vers ma méthode de travail, je dévoile aux gens comment je vais travailler avec eux, et oui, j'aborde ce côté-là, conseillère artistique, aide à la dramaturgie, à la formation, si on veut, là, au plan technique et artistique, alors à tous ces plans-là. Alors, je suis pas totalement confortable, mais j'en informe mes collaborateurs rapidement de façon à ce qu'on glisse vers la réelle communication, la réelle collaboration ensemble. Christine, pour toi? Moi, j'aime bien dire qu'en fait, l'espace de mes interventions, il se modèle en fonction des projets. Donc, effectivement, le titre, un peu comme Sophie, le titre va changer. Mais je dirais quand même que la plupart du temps, c'est conseillère artistique, répétitrice éventuellement. Directrice des répétitions, je l'emploie en fait assez peu parce que pour moi, ça veut dire plus quelqu'un qui est engagé par une compagnie davantage, qui s'occupe aussi des horaires de répétition, de l'organisation de la répétition. Chose qui que vient, vous ne faites pas nécessairement. On le fait éventuellement, mais pas systématiquement. Donc, c'est ça. Ça dépend des projets, je dirais. Et je n'aime pas du tout le titre de répétitrice parce qu'il se rapporte à quelque chose de... ça limite. Ouais, ça limite. Parce que historiquement, le terme répétiteur appartient à la musique et non à la danse. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire, on dit, mais ça vient même pas de nous, ça. C'est un nom d'emprunt, ça nous représente pas. Et puis, on n'aime pas... puis le terme, oui, la répétition est une séance de travail, mais où on ne répète pas les mêmes choses, où on est en constante recherche. Alors, je trouve que surtout... par rapport à la compréhension du métier, mettons, chez les spectateurs, ça induit quelque chose qui est faux. Oui. Ça limite la compréhension. La compréhension de notre rôle. Beaucoup. Alors, conseillère artistique auprès d'un chorégraphe, quel lien justement au chorégraphe? Est-ce que vous êtes comme leur doublure? Est-ce que vous êtes comme leur alter ego? Est-ce qu'il faut pouvoir déchiffrer, décrypter, infiltrer le cerveau du chorégraphe? J'imagine que c'est très différent aussi suivant les collaborateurs avec qui vous travaillez, si vous entretenez des longues collaborations, donc vous connaissez bien les chorégraphes ou non. Si c'est des chorégraphes qui viennent à l'école et qui changent très régulièrement aussi. J'aimerais bien vous entendre sur ça. Christine, je me tourne vers toi. Pour moi, c'est un peu tout ce que tu as dit. Et effectivement, là encore, ça change en fonction des attentes du chorégraphe. Qu'est-ce qu'il attend de cette relation professionnelle-là?
pendant plusieurs années, au début de ma carrière, je sentais que je me mettais d'abord au service du chorégraphe. Donc, j'attendais beaucoup de lui au départ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment je peux t'aider, etc. Et de plus en plus, je suis de plus en plus autonome, évidemment, au fur et à mesure de mon expérience. Et je m'avance dans les projets comme artiste et avec ma propre sensibilité, avec ma subjectivité qui n'est pas forcément évidemment celle du chorégraphe. Je me dis que la personne qui m'engage pour ce que je suis. Et je m'appuie là-dessus parce que c'est mon seul ancrage finalement. Pendant parfois j'ai souvent douté dans ce que je faisais comme conseillère artistique et je doute encore énormément et de plus en plus, je pense. Mais c'est un ancrage ce que je ressens et finalement c'est le meilleur sur lequel je m'appuie. Donc finalement quand je rentre en contact avec un chorégraphe, c'est la rencontre, c'est ce qu'il attend de moi, oui, mais c'est moi, qu'est-ce que je ressens, puis ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je peux lui donner, qu'est-ce que je peux lui renvoyer, qui va nourrir son processus, qui va peut-être à certains moments qui va l'aider à pas se perdre complètement dans le labyrinthe de la création, parce que j'ai plus de distance que lui, puis que je suis capable d'aller le chercher dans des recoins que lui il est perdu dedans. Et la même chose pour les danseurs. Vous êtes les garde-fous un peu des chorégraphes. Oui. Et pour moi, c'est un peu différent parce que j'ai ce type de collaboration-là. Je vais vers le chorégraphe, mais c'est bien sûr, étant dans une institution de formation professionnelle, c'est sûr que mon premier devoir est envers le jeune apprenant. Alors, c'est sûr que j'ai le souci dans l'accompagnement que je fais avec le chorégraphe de m'assurer qu'il va avoir de la matière pour que le jeune va pouvoir se développer à travers cette expérience-là. Et ce, dans tout le respect que je dois au chorégraphe, parce que chacun de nos invités à l'école, je pense que on les reçoit et ils sont choisis par Lucie Boissineau, la directrice artistique et des études, avec soin, parce que je pense qu'ils vont apporter quelque chose de très particulier au parcours du jeune. Alors nous, on a très peu de temps. Tout le monde a très peu de temps. Je ne peux pas dire ça, je vous regarde. Tout le monde a très peu de temps. Alors, oui, c'est ça, le temps, c'est un enjeu majeur. Alors, il faut avoir vraiment un matériau qui va satisfaire le chorégraphe et qui va avoir, on espère, une aventure artistique chez nous et aussi, c'est sûr, qui va contribuer au développement de notre jeune. Ça, c'est très, très, très important. Mm-hmm. Sophie? Mais très tôt, moi, je me suis positionnée un peu comme une interprète, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va choisir pour ce qu'il est entièrement, pour son savoir, son savoir-être, sa personnalité, sa différence. Donc, je mets beaucoup d'avant ma différence. Ce que j'ai de semblable, ce que j'ai de très différent, ce que j'ai d'autre. Fait que moi, je me situe, j'ai l'image en tête que j'appelle une dynamique triadique. Je me situe vraiment comme un des points de cette dynamique. Donc, chorégraphe, interprète, conseillère. Puis je travaille à la circulation des idées, à la création d'une espèce de champ d'émergence, mais dont je fais partie. C'est clair que moi, je suis dans la synergie, je ne suis pas à l'extérieur de cette synergie-là, puis je me positionne vraiment dans l'espace de création. C'est super important pour moi. Puis à ce point-ci de mon travail, je m'ennuierais si on attendait autre chose que moi, et je refuse de toute façon ce type de contrat. Alors, quand les gens m'engagent, ils savent que je débarque, je prends de la place, je m'avance. J'interpelle, je provoque, mais avec beaucoup de bienveillance. C'est ce que je dirais. Alors justement, ça m'amène à vous demander quel est le rôle de la répétitrice dans la construction de l'œuvre et dans l'univers de l'œuvre. Quelle posture vous adoptez et comment vous faites pour faire respecter l'intégrité de l'œuvre, de ce que veut livrer le chorégraphe? Je pense que ça commence, la première chose, ça commence, pour moi en tout cas, parce que je vois beaucoup de chorégraphes et contrairement à mes deux collègues, ils ne me choisissent pas, je suis à l'école. Alors ça, c'est vraiment une différence et c'est très important que je les rencontre et qu'on ait une sérieuse conversation par rapport à l'objectif qu'ils ont envie de faire, leurs préoccupations artistiques
artistique, le temps que l'on a à l'école attribué à leur travail. Je pense que la rencontre est très, très importante et qu'ils sachent surtout que je suis extrêmement respectueuse de leur travail et que je vais faire en sorte que ce travail-là, quand je vais faire répéter ou travailler avec les jeunes artistes, qu'il va évoluer dans le sens de leurs consignes, de leurs préoccupations. Ça, c'est super important. Et cette confiance-là doit être établie et il faut faire ça avant, moi, il faut que je fasse ça avant même de commencer le travail avec eux. Je prends évidemment, je pense que ça, c'est une des qualités des répétitrices, le temps d'écouter. J'écoute, je prends vraiment sérieusement des notes, je commence lentement à leur demander justement, avant de commencer, quelle place? Y a-t-il une place? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et dépendant de le temps et de la confiance, des fois, à la première collaboration, ça va super bien, on y va, mais des fois, ça prend aux gens le temps de me connaître et ça prend 2-3 collaborations avant que j'aille à une place qui nous intéresse toutes, c'est-à-dire de ne pas faire répéter des gestes. Ça n'existe pas beaucoup en danse contemporaine. On est vraiment ailleurs quand les gens me disent tu vas faire répéter les gestes, c'est comme ils sont capables de le faire eux-mêmes. Là, c'est vraiment, on est rendu ailleurs. Les défis sont tellement fantastiques maintenant. Là, alors, et là, je suis là en support parce que je connais les jeunes, naturellement, plus qu'eux, et je peux aider à l'émergence des idées, du geste créatif qui va porter la pièce puis qui va accélérer le processus. Alors ça, c'est un peu rapidement là, ce que je fais avec le chorégraphe. Ça résonne pour vous, Christine? Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment une question intéressante parce que souvent, quand la pièce est créée, je la regarde sur scène ça m'arrive de me poser la question, je suis où dans cette pièce-là? Et c'est vraiment pas évident, je trouve, de répondre. C'est-à-dire que oui, il y a un sentiment d'appartenance, oui, il y a une inscription de tout mon être dans ce qui se présente à moi, là. Mais c'est très, très difficile pour moi d'aller dire « Ah, telle chose, ça c'est moi » ou « Telle chose, ça c'est issu d'une idée » ou de... Je sais pas. Et en fait, je m'en fiche, quoi, parce que c'est... Quand on travaille, on est vraiment en studio, en création, complètement les deux mains dedans, et ben ça se joue dans le moment, et puis il y a quelque chose qui se met en place au fur et à mesure, puis après on n'est pas capable de savoir. Donc c'est collectif. Ouais. Concrètement, absolument. Vous êtes tout le temps en studio quand le chorégraphe est pas en toujours, studio? Non, pas toujours, ça dépend du processus. Mais c'est assez, pour ma part, maintenant, j'ai fait des créations où j'étais là tout le long, du début à la fin, mais maintenant c'est très rare. De moins en moins. Ouais. Sophie, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ou... de fait, Christine évoquait l'idée de qu'est-ce qui appartient à qui, puis c'est certain que une œuvre, c'est un entrelacement de traces, puis en ce qui nous concerne, notre trace est invisible. Et ce n'est pas parce qu'on n'agit pas, mais c'est qu'elle est pas tangible, elle est moins concrète que celle, mettons, du concepteur de lumière, dont on peut, je veux dire, vraiment comme des yeux reconnaître cette trace, etc. Donc, ouais, c'est ça. On fait partie de cette pâte-là, carrément. On met les mains dedans. Ce ciment-là qui fait que tout... Oui, mais c'est souvent probablement une des tâches qu'on a, en tout cas, du moins une des stratégies pour laquelle on opte, c'est de faire en sorte que cette pâte-là soit très malléable, qu'on y ajoute ce qu'il faut de souplesse pour que chacun puisse vraiment la toucher, la pétrir et que l'œuvre lève. Je disais que le levain. Je dirais l'invisibilité dont parle Sophie, même si effectivement c'est pas l'objectif, c'est pas de pouvoir me reconnaître dans la pièce, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui contribue aussi à un moment donné, comment dirais-je, un sentiment
a une difficulté d'assumer ce rôle-là à long terme, je dirais, par rapport à la reconnaissance, par rapport à la place et à sentir que j'ai un impact concret, réel dans le travail. Des fois, c'est tellement fugitif, tellement fugace, la marque, que j'en viens à douter justement de l'importance de ma contribution. Dans ma tête, je sais que c'est important, mais il y a des moments où vraiment, quand je parlais du doute, ça fait partie ça contribue à ce doute-là, je dirais. C'est intéressant. Hélène, tu soulevais les défis actuels. Alors, vous êtes toutes les trois, vous avez passé tellement d'artistes ou sont passés entre vos mains ou avec vos mains. Est-ce que aujourd'hui vous identifiez des défis? Alors, tu parlais sans doute de défis artistiques, de nouveaux défis, mais aussi pour votre profession. On parle de temps en moins en studio. Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir cette question-là? Les défis, en tout cas, il y en a un qui est majeur là, pour les jeunes dans le cadre de la formation, encore une fois, c'est vraiment tous les esthétiques présentement. Il y en a tellement pour préparer un jeune pour cette palette d'esthétique-là. C'est très, très large. Alors, ça, c'est un défi pour nous. Alors, je pense que leur offrir le maximum d'expérience à l'école pour qu'ils soient bien outillés, bien préparés au plan artistique, technique, le savoir-être, la compréhension du rôle et une assurance qu'ils vont être capables de vraiment plonger dans le matériel et avec le travail, bien sûr, s'adapter au matériel. Ça, mais je dois dire que c'est un défi majeur pour nous pour préparer un jeune, là, avec le temps qu'on a, encore une fois, à le préparer sur le milieu du travail. Ça, c'est vraiment un très, très, très grand défi parce qu'on peut leur demander, dans le cadre du programme, d'être très, très, très artistique, technique, dextérité, virtuosité, puis après, oups, on est dans des états de corps, quelque chose de plus interne, réservé, on se retient, et on tombe dans un rôle de composition par la suite. Et alors, la gestuelle, le geste qui devient créatif quand, pas trop. Alors, c'est très, 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 extrêmement vaste, extrêmement défiant et extrêmement le fun. Et la polyvalence. Pour vous, Christine, Sophie, de l'autre côté aussi? Pour moi, le temps passant, puis ça, je m'en suis fait vraiment comme un devoir, c'est de rester au fait de cette... de ces explosions de l'esthétique, de cette explosion de l'esthétique, des esthétiques, donc des langages pluriels, mais aussi d'être au fait des modes de création qui évoluent et de faire partie de l'évolution de ces modes de création qui sont tout autres que ceux qu'on a connus du temps de l'histoire de la danse moderne, dans une autre période de la danse, et puis donc de repenser les identités artistiques et la manière dont le dialogue s'engage en studio, puis la relève travaille différemment, puis il faut être là, il faut répondre à ça, et c'est très excitant aussi. Moi, je pense que cette diversité-là, effectivement, ça représente un défi. Ça représente aussi, comme tu disais, Hélène, quelque chose d'extraordinaire. Je trouve les jeunes extrêmement allumé, extrêmement inspirant. Je pense que c'est toujours un peu le propre de la jeunesse, j'imagine. Mais il y a peut-être aussi un autre élément qui représente un défi, c'est par rapport à l'image, par rapport au fait qu'on est vraiment dans une ère où l'image prend une place très très importante, et comment se trouver comment trouver son comment je dirais ces points d'appui intérieurs à l'intérieur de cette ère d'image là, parce que je pense que les jeunes sont quand même très très soucieux de comment ils
ils se montrent. Et en danse, ça fait partie d'une réalité aussi, quand même. Hein. On regarde les danseurs, on regarde la chorégraphie. Donc, c'est de s'assurer que ce qui est produit s'appuie sur quelque chose en profondeur, je dirais. Peut-être ça, c'est tout un autre défi. En 2009 a été créée la charte des compétences des directrices, directeurs des répétitions en danse. Puis en 2011, il y a eu la rédaction du profil de compétences des directrices et directeurs des répétitions, auquel vous avez toutes les trois contribué. Pouvez-vous juste rapidement nous recontextualiser un peu cela et puis nous dire ce qu'elle contient aussi, cette charte, dans quel cadre elle est née? Ça serait plus Sophie qui va pouvoir en parler, parce que c'est elle qui a mené vraiment le projet. C'est moi qui ai attrapé le ballon, mais c'est suite vraiment à une conversation que j'avais eue avec Lorraine Hébert, qui était l'ancienne directrice du Regroupement québécois de la danse. Alors, Lorraine a vraiment saisi l'importance de faire reconnaître le métier et lui offrir une assise. Alors, c'est ainsi qu'on a procédé, puis qu'on a décliné comme ça les différentes compétences techniques et humaines qui sont nécessaires pour remplir ce rôle. Puis, ça nous a vraiment donné une place au sein du RQD, je dirais, une parole. Ça éclaire, je pense que beaucoup d'intervenants, moi, souvent, on me contacte, on me dit « Hey, le profil, où est-ce que je peux aller le chercher? » Puis, on me demande, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je donne des formations en privé, et puis on me demande des choses précises à partir du profil. On me dit, j'aimerais développer telle compétence, Sophie. Alors, je m'en sers. Le profil a été traduit. Il a déjà un beau vécu. Oui, il est très, très large, puis il peut convenir à toutes sortes d'esthétiques. Et je pense et puis c'est très intéressant parce que c'est une profession qui n'est pas enseignée, ce qui est quand même assez incroyable, parce que c'est assez indispensable, même dans les très jeunes productions qui n'ont pas forcément de budget. On voit Œil Extérieur, qui sont souvent des amis pris sur le tas parce qu'il y a un besoin, c'est absolument nécessaire. C'est à ce point un besoin que quand on fait des recherches, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, et puis c'est un non-sens que les institutions aient si peu ménagé d'espace à ce métier, parce que moi, on me sollicite souvent, puis on me dit, mais qu'est-ce que je fais? Si je veux, moi, évoluer de cette manière? Alors, oui, c'est désolant, puis en même temps, un programme en danse, c'est déjà très complexe, et c'est pas facile à remanier. Mais nous, il y a à l'école un programme de formation des formateurs, puis c'est un AEC, et on ne le donne pas à chaque année, mais dans cette formation-là, il y a quelques heures qui sont données, qui sont attribuées à cet aspect-là de la direction de répétition, et c'est moi qui le donne, mais on ne le donne pas, évidemment, à chaque année. Et peut-être que je parle pour ma paroisse, mais évidemment, à chaque fois que je travaille avec des chorégraphes qui n'ont jamais travaillé avec des répétiteurs, je pense que on l'a fait, je la réalise qu'on fait une différence pour eux autres. Et quand un répétiteur est là pour les bonnes choses et pour le faire avancer le travail, je pense que ça l'aide beaucoup. Alors, ça fait une différence, mais oui, quand les gens sont prêts, parce que ça prend de l'expérience pour travailler avec un groupe, travailler dans l'inconnu, travailler avec la scénographie. Alors, oui, ça s'apprend, comme ça s'apprend d'enseigner la danse. Alors, c'est la même chose. Alors, oui, je pense que avec le temps, c'est un combat, mais ça fait la différence. Puis ça fait une différence dans la qualité des spectacles. Puis, je pense qu'on veut renouveler l'art, puis ce poste-là peut contribuer à renouveler l'art. À poser des questions à nos créateurs, à poser des questions à nos danseurs, interprètes, créateurs, parce que maintenant, on est vraiment là-dedans. On attribue beaucoup aux créateurs tout ça, mais on peut témoigner que à 90% maintenant, les danseurs, les interprètes contribuent à la création de l'œuvre. Ça, on est vraiment là, ça c'est très, très important que l'on dise ça présentement.
Merci beaucoup. Malheureusement, le temps file et on aurait encore vraiment tellement d'autres questions, mais on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Et puis, on ne fait qu'ouvrir la discussion et bien sûr, on pourra la continuer avec grand plaisir. Je me tourne vers Maude pour les quelques mots de conclusion. Je vais la faire short and sweet. C'était une amorce effectivement de discussion. Donc, vos 90 minutes culturelles touchent à leur fin en ce vendredi 8 mars 2019. Évidemment, les femmes doivent rester à l'honneur et ce 365 jours par an. L'art en est l'un des remèdes. J'aimerais qu'on me contredise, malheureusement. J'attends les contradictions. Je salue évidemment nos grands-mères, nos mères, nos ancêtres et tous les hommes qui nous soutiennent, nous écoutent quand même dans tous ces combats. Évidemment, comme à mon habitude, je vais vous inviter à sortir, à manger de la culture, la lire, l'écouter, la regarder, l'étudier, la partager, à ouvrir grandes et grands vos oreilles, vos yeux, vos cœurs pour recevoir. Ils sont partout. Nous sommes partout, plus ou moins visibles, eux et nous, mais nous sommes là. Saluons tous les maillons de la chaîne. Je pense à vous, chères femmes, autour de cette table, et aussi des artistes postés dans le métro ou dans vos rues avec pour mission d'égayer vos journées, des clowns dans les hôpitaux, aux travailleurs culturels qui s'affairent à vous proposer des offres en tout genre, en passant par tous les artistes, hommes, femmes, transgenres, qui questionnent, affirment, défendent, protègent des valeurs. Nous sommes nombreux et nous sommes là. Il suffit notamment de savoir que le Festival Castelier des Arts Internationaux de la Marionnette dure seulement jusqu'à dimanche, que Tangente présente Bridge d'Alexandre Morin, bref, que les salles, les rues vous attendent et j'ai envie de vous encourager à faire une différence, à délaisser un chouille votre cellulaire et à porter haut et fort la conviction que l'art doit être soutenu, entendu parce que l'art est le reflet direct de toutes vos et nos préoccupations sociales. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. J'avais envie de dire tout ça. Et la voix de la fin sera celle de ma précieuse collègue Clara, que je soutiens tout particulièrement dans le message qu'elle va vous livrer. Oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui et moi j'avais aussi envie de terminer avec quelques chiffres, pas très rigolos, mais que j'avais quand même envie de souligner. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme. Chaque année, 22 millions de femmes doivent recourir à un avortement clandestin et les hommes gagnent en moyenne 26% de plus que les femmes à poste et compétences égales. À toutes les femmes, continuez de vous indigner, continuez à vous battre pour l'égalité et à tous les hommes, rejoignez le combat et cela durant les 264 autres jours de l'année. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à vous, nos auditeurs. À bientôt pour une nouvelle émission de Danscussion & Co sur choc.ca et bonne fin de semaine à tous.